Bonsoir et merci d'être venu à cette première table ronde. C'est la première d'un cycle de 3 que nous consacrons au Hirak. C'est comme ça que nous appelons le soulèvement populaire qui a lieu en Algérie depuis le 22 février 2019. Je m'appelle Daïcha Dridi, je suis journaliste, je vis et je travaille à Alger. Donc, je suis venue pour modérer cette table ronde qu'on va consacrer à l'histoire des mobilisations populaires en Algérie dans la lutte anticoloniale et c'est à la lumière de cette histoire-là qu'on essaiera de parler aussi du Hirak. Et pour cela, j'ai avec moi Omar Carlier, historien, professeur émérite à l'université Paris Diderot, spécialiste du Maghreb et de l'Algérie, et Christian Féline, qui est historien et qui est aussi qui est le concepteur de ce programme de ces 3 soirées. La soirée d'aujourd'hui, on la consacre, on parlera du lieu, du Hirak aujourd'hui, mais aussi des manifestations qui ont eu lieu en décembre 60. On remontera encore plus loin, on ira jusqu'à 1919. Et je passe tout de suite la parole à Christian Féline qui va nous présenter ce cycle. Vous l'avez compris avec ce qui vous a été dit devant les vitrines, et je vais donc être bref. Ce qui nous a immédiatement mobilisés lorsque nous avons engagé avec l'équipe du MUSEM et Florence une réflexion sur la programmation de ce nouveau cycle, ça a été bien évidemment la force de l'actualité comme entrée, nous sollicitant fortement pour cette remontée dans les sources historiques des mouvements actuels. Ce qui se passe en Algérie, on peut le dire depuis 1 an maintenant, sans céder au romantisme ou à la force immédiate des événements, est quelque chose d'absolument unique dans ce réveil démocratique qui, par ailleurs, touche de nombreux pays sur tous les continents. En quoi c'est unique ? D'abord par la durée et la constance de ce mouvement qui, de manière ininterrompue, sans jamais se décourager, même s'il y a eu des hauts et des bas, et des remobilisations, se déroule depuis près d'1 an au rythme absolument respecté de 2 mobilisations par semaine, le mardi pour les étudiants, le vendredi pour toute la population avec la jeunesse. C'est aussi unique par son immense sagesse politique d'un mouvement qui s'est voulu et qui s'est tenu à une attitude totalement pacifique. Il en a fait un de ses mots d'ordre centraux, malgré des moments de tension sérieuse avec la répression. C'est aussi un mouvement unique par son étendue et son caractère unitaire, puisqu'il regroupe derrière la jeunesse toute une population, toutes les générations, avec la présence remarquée de militants et de militantes, de combattants et de combattantes du mouvement de libération nationale lui-même, toutes les couches sociales, toutes les origines dans un pays qui, au-delà de la doctrine officielle sur sa nature arabo-musulmane, est un pays pluriel et complexe. Et cette présence de toutes les origines de l'Algérie se fait sans jamais céder au régionalisme. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis enfin, c'est unique par, là aussi, une autre forme de cette sagesse politique, qui est de ne pas avoir dévié à aucun moment, malgré toutes les subterfuges, les manœuvres politiques, à un objectif unique, qui fonde d'ailleurs cette force unitaire, qui est la revendication démocratique simple, en finir avec un système, c'est le mot qui est employé, militaro-politique qui perdure depuis 1962, et établir un état de droit qui permette l'exercice véritable de la souveraineté populaire. C'est tout simple, mais
c'est très fort. Alors, puisque là, nous interrogeons l'histoire par rapport à cette situation, quand on voit, parce que je pense que c'est ça la nature de ce qui se passe en ce moment, une population qui se retrouve, qui se constitue ou se retrouve comme peuple, hein, une population qui prend conscience d'elle-même et agit comme peuple. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est porté par la jeunesse, mais ce qui nous est apparu, et c'est l'objet de ce cycle, c'est qu'il y avait des racines extrêmement profondes dans une expérience que nous avons interrogée à travers cette forme de la mobilisation de rue et qui remonte sur un siècle d'histoire. C'est-à-dire, il y a eu des grandes dates de mobilisation démocratique dans l'Algérie indépendante. On ne va pas en parler ce soir parce que ce n'est pas notre sujet. 1980, 1988, 2001, etc. Ça fait partie de l'expérience qui porte le mouvement actuel, même si c'est une nouvelle génération. Mais ce qui nous a frappé, c'est qu'il fallait en chercher les prémices dans l'histoire de l'Algérie coloniale elle-même, et en remontant sur un siècle en réalité, puisque Omar Carlier va vous en parler, on peut commencer à en trouver les jalons en 1919, en 1936 au moment du Front populaire, en 1945 au moment des fêtes de la Victoire et du 1er mai, et dans cette manifestation de décembre 1960, dont très consciemment le mouvement actuel voit un précédent presque direct, hein, même s'il est séparé de nous par toutes ces décennies. Voilà. Alors, on aurait pu traiter ces sujets, ça avait été une première proposition, dans l'ordre, hein, en prenant ces grandes échéances et en faisant l'analyse. On a craint que ça ne permette pas, que ça soit un peu scolaire, et que ça ne permette pas de voir toute l'actualité du fait que ce sont finalement les mêmes questions dont, dans des situations historiques différentes, les mobilisations se saisissent à chacune de ces échéances. Ça vous explique un petit peu la façon dont nous avons questionné l'histoire et l'actualité à travers ces trois grandes questions, celles dont nous parlons ce soir, où, parce qu'à chaque fois, aussi bien dans la société coloniale que dans le système, je remplis ce vocabulaire, la rue était à conquérir ou à reconquérir. Elle était interdite d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, c'est l'objet des cartes que vous avez vues, on les réétudiera de plus près au cours de cette soirée. Ce sont les mêmes trajectoires qui, de façon différente, hein, à chaque étape, sont très souvent empruntées parce que voilà, c'est l'histoire sociale et politique de la ville qui s'écrit de cette façon-là et qui impose sa nécessité. La deuxième question, ce sera les forces sociales. Il s'agit d'un peuple dans toutes ses composantes, la jeunesse, une composante travailleuse ou chômeuse, la présence des femmes qui s'impose de façon comme une composante essentielle du Irak, mais dont l'émergence sur la scène sociale et politique est très précoce dans l'Algérie, contrairement à l'idée reçue qu'on pourrait en avoir. Et puis enfin, pourquoi on se mobilise? Et la constance, la continuité sous des formes différentes de l'aspiration démocratique est une des choses qui nous apparaît extrêmement forte dans toute cette histoire, même si, bien évidemment, à chaque étape, la revendication démocratique prend des formes différentes. C'est sûr que jusqu'à 1936, il ne s'agit, mais ça n'était pas rien, et ça n'a pas été gagné, de conquérir une certaine égalité de droits dans la société coloniale. À partir de 1936, émerge la revendication de l'indépendance ou de l'autodétermination, que nous voulons aborder ici, non pas dans la question comment on la conquiert, les moyens, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est la lutte par les voies légales ou la lutte armée qui permettra dans cette situation, l'histoire a tranché de ce point de vue-là, hein, mais en revenir au contenu fondamentalement démocratique de la revendication d'indépendance. Quelle que soit la façon dont on la conquiert, l'indépendance est un concentré de la démocratie. C'est le droit pour un peuple d'autodéterminer, de s'autodéterminer, de choisir son destin. Et c'est dans ce sens que l'on voudra
établir, retrouver la grande continuité d'aspiration démocratique qui jalonne toute l'histoire du peuple algérien. J'ai été un peu long, excusez-moi. Alors, plutôt que de toutes ces paroles, il nous a semblé, c'est bien ça l'idée. Oui, donc pour parler du Irak, le mieux c'était de voir des images. Directement. On va commencer non pas par l'histoire, mais par des images d'actualité très fraîches de vendredi que j'ai filmées vendredi à Alger, à la manifestation hebdomadaire qui se passe à Alger, on va voir une vidéo. C'est à Alger Centre, c'est derrière la Grande Poste, devant la Wilaya. Et ce sont les manifestants qui viennent de Bab el Oued. Et ils chantent. On continuera toujours avec la Silmiya, la manifestation pacifique. Jusqu'à ce qu'on arrache les militaires d'El Mouradia. El Mouradia, c'est le palais présidentiel de la présidence. C'est symbolique, évidemment, puisque pour les gens qui manifestent, ce sont les militaires qui placent les présidents en Algérie, et non pas les électeurs. Donc, ce sont les manifestants qui arrivent de Bab el Oued, qui arrivent à Alger Centre. C'est l'avenue Aslah Hussein. J'ai filmé de la rampe, là où on voit les messieurs qui chantent aussi, de la rampe Mustafa Ben Boulaïd. C'est avec ça que j'aimerais commencer. Omar Khalé, vous allez nous parler, on va remonter très loin, on va remonter à 1919, mais avant, j'aimerais savoir, pour vous en tant qu'historien, ça vous fait quoi de voir ces images et de voir ce Hirak qui se passe en Algérie depuis presque un an maintenant? Passionnant en tant qu'historien, émouvant en tant que citoyen. Comme l'a dit Christian, oui, quelque chose de puissant, d'inédit. La puissance de l'événement inédit. Je ne vois pas vraiment de précédent par rapport au Hirak. Irréductible à ses causes, comme disent certains historiens. Peut-être est-il trop tôt pour le mettre au niveau de ces grands événements dont Braudel disait que des siècles après, il travaillait encore la mémoire des hommes, mais ce qui est probable, c'est qu'il structure un avant et un après. Et pour rebondir immédiatement sur ces images qui, d'une certaine façon, parlent par elles-mêmes, mais qui sont toujours à déconstruire, ce qu'on voit, c'est un corps collectif, un corps en mouvement, dans l'espace public qui s'affirme comme tel et qui est dans l'autodiscipline. Il n'y a pas un encadrement. Dans une créativité ordonnée qui, par cette prise de la rue, de l'espace, dans ces lieux qui tous sont chargés d'histoire, qui ont une puissance symbolique intrinsèque, et que l'on s'approprie, que l'on incorpore dans ce que j'appellerais, pardon pour l'expression peut-être un peu pompeuse, une cinétique et une esthétique. On la voit dans les corps, on la voit dans les symboles. On la voit, c'est une sorte de spectacle total. Il y a une théâtralité de la rue, il y a une scène de la rue, des hommes et des femmes enveloppés dans le drapeau qui devient vêtement, qui devient corps, et puis les chants, le vocal, et donc tout ce qui fait la symbolique dans la longue durée d'une manifestation civique. Et je dirais, en tant qu'historien qui en principe a vocation à rendre le passé intelligible, qu'il parle toujours au présent. Donc ce que je peux dire, c'est au présent. En tant que ce que je pense, ce que je dis et j'écris maintenant, c'est dans le temps présent et porté par cette puissance du présent. Mais en même temps, ce que je vois dans ces images mêmes, c'est le passé du présent. J'ai remarqué la photo de l'Arbi Ben Mehdi. Quel est l'homme de la guerre de libération plus symbolique que l'homme de la bataille d'Alger? Ce que je vois aussi,
c'est dans cette dynamique collective, de la prise collective de la rue, de l'espace public, quelque chose qui vient de loin, on pourra peut-être remonter à 1919, c'est le passé du présent et la difficulté, le présent du passé, je veux dire, le présent du passé, c'est peut-être la difficulté majeure de l'historien, rendre le présent du passé. Comment, à quelles conditions, qu'est-ce que sont ces acteurs, ces hommes et ces femmes en action qui ne connaissent pas le futur, qui sont dans le champ des possibles, en situation d'expérience. Rien n'est gravé dans le marbre. Personne ne peut en 1919 savoir ce qui va se passer en 1936, ce qui va se passer en 1945, ce qui va se passer en 1960, mais on aura l'occasion, je crois. Alors justement, on va, avec vous, grâce à vous, on va un peu parler des ancêtres du Hirak, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, mais pourquoi vous commencez, vous situez ses origines à 1919. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Écoutez, il n'y a pas de commencement absolu en histoire. Oui. Mais disons que si je choisis 1919, c'est parce que je me suis intéressé à un type de mouvement social, de mouvement civique, de mouvement collectif puissant, qui prend une dimension nouvelle, qui a des caractéristiques nouvelles à partir de 1919. C'est-à-dire une après-guerre, la Première Guerre mondiale, qui est une guerre mondiale précisément, mais qui touche au premier chef, l'Algérie. Vous ne savez pas forcément que des centaines de milliers d'Algériens ont été impliqués directement en tant que soldats, en tant que travailleurs, et que plus de 20 000 d'entre eux y ont laissé la vie. Quelque chose de nouveau démarre en 1919 parce qu'il y a les modestes lois imposées à l'establishment d'Algérie par Clémenceau, et surtout parce que monte en puissance le mouvement ouvrier dans sa dimension syndicale, dans les conditions et les limites de l'Algérie coloniale de l'époque, mais parce que aussi, et pour la première fois, les journaux de l'époque le signalent, on voit des, entre guillemets, musulmans, des indigènes, entre guillemets, rejoindre ce cortège. C'est le 1er mai où se trouve, et je dirais ce ne sera pas toujours le cas par la suite, en conjonction des Européens et des Algériens. Je laisse de compter ici de côté les catégories classificatoires. Bon. Donc des Algériens et des Européens ensemble, derrière des mots d'ordre communs, avec des symboles communs, le drapeau rouge, des hymnes communs, la Marseillaise, mais aussi l'Internationale, et toute une mobilisation collective qui s'empare de la ville, qui traverse la ville, qui fait des lieux publics, des lieux qu'on s'approprie, que l'on défie, d'un bout à l'autre d'Alger, puisque je me limite en réalité au 1er mai, tel qu'il se déroule dans la ville capitale décisive, par l'effet même de capitale. C'est à Alger que se trouve le cœur des choses, d'une certaine façon. Donc, un 1er mai, 2 1er mai, 1919 et 1920, avec cette présence nouvelle, distinctive, qui étonne la presse de l'époque, même la plus conservatrice, la plus modérée, bien obligée. Vous voyez ici. Vous lisez de Bellecour à la Casbah et retour, sur la place du gouvernement, qui a été le premier centre historique de l'Alger colonial, et qu'il faut lire en réalité de Bellecour Sud, Casbah Nord. Et vous voyez d'ores et déjà un saut que je peux faire avec les images que vous avez vues tout à l'heure, c'est qu'on est d'un espace populaire, prolétaire, qui va rejoindre la place du gouvernement au pied de la Casbah, donc la vieille ville historique,
également dans ces couches populaires et faire retour au point de départ. Vous voyez, rue de Lyon, c'est là où a longtemps habité le jeune Camus. Et derrière Bellecour, c'est la banlieue industrielle qui va se développer sud-sud-est jusqu'à Hussein-Dey, jusqu'à Maison Carrée Harrach, et aussi avec un lieu majeur qui est le stade municipal. Souvent, on va démarrer du stade municipal et terminer au stade municipal après ce grand circuit, et donc où le défilé fait lien avec le meeting et donc les grands orateurs de l'époque qui, au nom de la classe ouvrière, du prolétariat, vont prendre la parole. Et donc, pour vous, le 1er mai, les 1er mai, à partir de 1919, sont un peu le début de ces grandes mobilisations dans la rue en Algérie. Mais il y a une autre date aussi qui est très importante pour vous, et c'est 1936. Oui. Pourquoi ? C'est une nouvelle dimension, c'est une nouvelle configuration, c'est aussi un nouveau contexte. C'est un nouveau contexte. 33, 34, on sait ce qui se passe ailleurs. C'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. En France, c'est février 34. C'est l'amorce du mouvement populaire qui va donner lieu au Front populaire. Et dans le contexte algérien, il y a une corrélation sans précédent entre une mobilisation populaire dans la société européenne, dans la société entre guillemets pied noir avant la lettre, plus complexe qu'on ne le dit généralement, et qui fait sa jonction avec le Congrès musulman. Et le Congrès musulman, comme le Front populaire, c'est le premier grand mouvement de masse dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Il n'y a pas de cette dimension ailleurs. Cette jonction, conjonction, qui va s'exprimer par le 1er mai, qu'il faudrait penser en réalité, à mon avis, en couple avec le 14 juillet, qui est une autre dimension de la fête civique, de cette liturgie politique qui a repris corps avec la Troisième République. Et donc, un itinéraire, un circuit qui est à peu près comparable, mais qui se traduit par une dimension de masse beaucoup plus grande, par cette conjonction exceptionnelle. Il n'y aura pas d'autre à ce niveau, avec cette intensité entre Européens et musulmans, et avec cette intervention distinctive au cours de ce processus d'un personnage politique qui prend une dimension nouvelle en arrivant à Alger et qui perturbe le grand meeting du stade municipal en la personne de Messalihaj. Et qui a une continuité lors du deuxième 1er mai, de ce congrès de cette conjonction entre Front populaire et Congrès musulman, sauf que cette fois c'est un 14 juillet qui est intéressant pour l'historien, parce que c'est la première fois que le drapeau algérien, on dit souvent que c'est le même que celui d'aujourd'hui, pas tout à fait. Celui d'aujourd'hui, c'est celui de 45. Mais avec les mêmes couleurs symboliques, le vert, le blanc et le rouge, qui est brandi sur la place du gouvernement, au pied de la Casbah, au pied donc de la place centrale de l'époque, car le centre ne s'est pas encore complètement déplacé vers le square La Ferrière, ce qui deviendra plus tard le forum, où... Ça, c'est 14 juillet 37. 37, le 14 juillet 37, mais là, ce qui est intéressant, 36-37, c'est justement, il y a conjonction entre 1er mai et 14 juillet, un élément de disjonction intervient pour l'année suivante, en 1937. Et pour 45, alors, on sera complètement dans le processus de disjonction dans un tout autre contexte.
Alors justement, 45, on va parler de décembre 60, mais avant, rapidement, 45, pour moi, ce sont plus que des manifestations, ce sont les massacres du 8 mai 45 à Guelmas, Tif, Kharrata. C'est pas Alger, c'est le monde rural de l'Est. Mais comme vous le dites, ça n'est pas Alger, c'est pas dans la capitale. Il y a un 1er mai qui est violent, qui est dur. À Alger, il y a quand même 4 morts devant la grande poste d'Alger. C'est violent aussi à Oran. Pas à Constantine, pas à Sétif, c'est le 8 mai. C'est le 8 mai où la mobilisation algérienne prend une extension extraordinaire dans encore une après-guerre, précisément, la guerre toujours accélérateur, multiplicateur, avec le 2e grand mouvement de masse dans l'histoire de l'Algérie contemporaine précoloniale. Ce sont les Amis du Manifeste et de la Liberté, avec une mise en réseau de l'Algérie dans son ensemble, entre ville et campagne. Alors, en 1945, les manifestations du 8 mai sont organisées par le parti qui est encore un parti clandestin du PPA MTLD, c'est un personnage symbolique, et pas seulement symbolique, qui est Messali Haj, et le 1er mai 45, comme le 8 mai 45, c'est une affaire de drapeau. Dès lors que les militants brandissent le drapeau, eh bien, intervention immédiate de la police, saisir le porte de drapeau, éventuellement tirer sur le porte de drapeau, ça déclenche une énorme explosion populaire qui va se prolonger rapidement, déborder dans la région comprise, disons, entre Sétif et la mer via Kharrata, pour faire très vite la Kabylie orientale, dite petite Kabylie. Et donc là, la dissociation n'est pas complète le 1er mai, mais elle est déjà très forte parce que le mouvement indépendantiste radical défile à part, avec ses mots d'ordre à part, son encadrement à part. Le 1er mai est préparé méthodiquement par la logistique du PPA, minuté, tout ce circuit de la manifestation que vous voyez, il est préparé, il est balisé de A à Z, il est minuté, et puis il y a la conjonction du drapeau et de l'hymne. J'évoquais en commençant la dimension vocale, l'expression vocale, eh bien c'est l'hymne. Et l'élément structurant aussi bien pour le 1er mai que le 14 juillet, c'est la combinaison du drapeau et de l'hymne. Et il y a une appropriation-incorporation des symboles exprimant la politique moderne, c'est typique de la politique moderne, la mobilisation moderne, qui est incorporée et retournée contre l'ordre dominant, drapeau contre drapeau, hymne contre hymne. Et c'est cette dimension qui aurait pu conserver éventuellement une dimension festive, qui est débordée par une dimension combative, qui, par la dialectique de la mobilisation et de la répression, va mener plus loin. Et je n'ai pas l'impression qu'en 53-54, il y ait quelque chose de véritablement équivalent. Et avec les événements de décembre 60, on entre dans un autre moment extrêmement important, parce qu'il clôt
d'une certaine façon la période coloniale et il ouvre la période de l'Algérie indépendante. C'est un tournant, c'est un pivot, c'est un moment pivot. Et il est intéressant aussi à un autre titre, c'est parce que la dimension de la spontanéité collective est extrêmement importante. Alors oui, justement, spontanéité collective, comme un peu la spontanéité du Hirak et des manifestations qui ont commencé le 22 février. Le drapeau, les chants, etc. Aujourd'hui, et toute l'histoire de ces manifestations, les images des manifestations de décembre, tout ça, ça nourrit les manifestations aujourd'hui à Alger. Et je voudrais vous faire réagir et vous demander ce que vous en pensez, Omar Carlier. Mais on va parler d'abord de décembre 1960. C'est très présent dans les manifestations à Alger aujourd'hui. Marie Chaumineau, qui devait être avec nous, avait fait un travail de comparaison des trajectoires, des symboles entre les deux périodes. Et donc, Christian Félix va prendre sa place pour nous en parler rapidement. Et moi, j'aimerais savoir, Christian Félix, qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous regardez les images de ces deux périodes? Alors là, je tente de suppléer à Marie Chaumineau, ce qui est une entreprise difficile. Il se trouve quand même qu'on avait fait avec elle le choix de faire une démonstration par les images, les cartes et les images d'actualité, et qu'on avait discuté un peu de ce choix d'images. Donc, je pense pouvoir restituer l'essentiel de son propos. Alors, les grandes manifestations du 11 décembre 60 commencent à Alger, et plus précisément à Bellecour, ce grand faubourg industriel et ouvrier, et le seul quartier d'Alger qui est de population, dans une juxtaposition compliquée d'ailleurs, d'Européens et de population algérienne sur les hauts de Bellecour. C'est un tournant décisif dans la guerre d'Algérie. En décembre 60, c'est la première fois que la population urbaine intervient comme acteur manifeste de l'histoire sur l'expression de sa volonté d'indépendance, alors que jusque-là, on avait la mobilisation et la lutte armée dans les campagnes. Et que cette population urbaine, le régime en place pensait l'avoir définitivement contenue à travers la défaite qu'elle avait imposée du point de vue strictement policier et militaire à travers la bataille d'Alger au FLN d'Alger. Donc c'est un tournant décisif. L'irruption en masse de la population urbaine, d'abord à Alger, ensuite dans d'autres villes, crée un rapport de force que le FLN va exploiter parce qu'on est justement à la veille d'un débat décisif à l'ONU sur la question algérienne. Donc il se prévaudra de cette irruption, cette manifestation de soutien faite au gouvernement provisoire et au FLN par la population. Mais s'il récupère ensuite dans son action politique et dans la légende nationale cette manifestation, qui de toutes celles qu'on parle est la seule dont des personnes vivantes, encore vivantes, l'ont vécue. Donc, ce qu'elle soit aussi présente aujourd'hui, c'est parce qu'elle est décisive et que le témoignage de la mémoire en est encore porté par des personnes. En réalité, c'est une manifestation très largement spontanée qui intervient dans une situation très particulière. De Gaulle, qui a pris le pouvoir en 1958, porté par la population européenne d'Algérie, qui attendait de lui qui perpétue l'Algérie française, a, en 1959, compris la nécessité et annoncé l'autodétermination, et a provoqué, il y a donc une rupture très profonde avec la population européenne d'Algérie, qui se traduit par les barricades en début 1960, et qui, lorsqu'il annonce en décembre son intention de revenir à Alger, provoque des manifestations, l'appel à la grève de la part de la population européenne.
Donc, il y a des heurts et des provocations à l'égard de la population algérienne qui, le 11 décembre, descend, ça commence à Bellecour, descend des hauteurs de Bellecour, c'est-à-dire à la fois les cités de Pouillon, Dar el Massoul, Dar el Saada, les bidonvilles, le Clos Salambier, etc., descend dans le quartier de Bellecour, la rue centrale européenne, la rue de Lyon. Il y a des heurts, des affrontements très meurtriers avec la police, des départs de feu, etc. Ce n'est pas le Irak, hein, c'est un affrontement urbain. Et il y a d'autre part une autre manifestation qui est également bloquée par la police, avec descente de la population de la Casbah, avec beaucoup de femmes, et qui est bloquée sur la place du gouvernement. Donc, dans cette carte, vous voyez, c'est intéressant, il y a au centre les manifestations européennes qui sont entre le tunnel des facultés, c'est ce qu'on voit en bleu, la Grande Poste et le bâtiment des facultés. C'est l'épicentre actuel du Irak, le point de rendez-vous des manifestants qui viennent soit de Bab el-Oued, soit de Bellecour, soit de l'ensemble de la ville. À cette époque, cette centralité, c'est la ville européenne. C'est une ville qui est, pour ainsi dire, interdite à la population algérienne, en dehors des femmes de ménage qui vont chez les Européens. Bon. Et en revanche, le quartier, la Casbah, quartier indigène, comme on disait à l'époque, et Bellecour, faubourg populaire de population mêlée, empruntent des trajets, et le Irak finalement réinvestit tout cet espace, hein, unifie ces trajets. Les manifestations du Irak, toute une partie vient de Bab el-Oued, l'autre vient de Bellecour en passant par la place du 1er mai, qui est l'espèce de place de la Bastille, on peut dire symboliquement, de tous les mouvements en Algérie, empruntent la rue Assiba Ben Wali et se retrouvent, font leur jonction à la Grande Poste. Alors ça, c'est pour la géographie, donc c'est très important de sentir cet investissement de la géographie sociale et urbaine par les mouvements populaires successifs. On va vous montrer maintenant un certain nombre d'extraits d'actualités qu'il faut vous prendre pour ce qu'ils sont, hein. Les actualités françaises de l'époque tiennent un discours et donnent une image des événements qui est dans un combat politique, bien évidemment. Alors, il y a des choses que ça occulte et il y a des choses que ça montre, hein. Donc, on fera un petit commentaire. Je crois que le premier extrait sont sur les manifestations européennes qui, donc, parties du centre-ville. Là, vous voyez, c'est très intéressant. On était à l'épicentre du Irak, c'est-à-dire devant les facultés. Joue la ville morte, hein. C'est une grève en même temps, une grève générale des commerçants. Ça, c'est la manifestation des Européens. C'est la manifestation des Européens. Bon, alors, l'autre extrait que vous allez voir, qui est sur Bellecour, est intéressant parce qu'il ne montre pas. Hein, vous verrez que c'est un ton extrêmement politique, de dépréciation du mouvement, et il en montre essentiellement les débordements, hein, c'est-à-dire que les destructions, les incendies, etc., en dissimulant deux choses. C'est d'une part la violence de la répression et son caractère meurtrier, et d'autre part le mouvement lui-même, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, alors que d'autres images existent. On a choisi celle-là, enfin Marie Cheminot avait choisi celle-là. C'est-à-dire que si on voyait les images des mouvements dans les rues, non, attendez un peu peut-être, dans les rues de Bellecour, on verrait une image extrêmement proche, malgré la violence ambiante qui est beaucoup plus forte, hein, du Irak actuel, c'est-à-dire un immense mouvement de masse convergent depuis les hauteurs d'Alger, essayant d'investir la rue de Lyon avec des femmes, des enfants, des hommes, des chants et des drapeaux.
Ça disparaît complètement de cette bande d'actualité dont vous verrez le propos propagandiste extrême. Vous verrez, il y a quand même une vue intéressante de la géographie de Bellecour. Bon, alors le troisième extrait est un peu moins partial, disons, puisqu'il montre les mobilisations dans la Casbah. Il n'y a pas de commentaires. Et là, on a une petite idée de la consistance du mouvement, hein, et de ces signes de reconnaissance, etc. Mais le mouvement sera bloqué, comme je l'ai indiqué, à l'entrée de la rue Babazoun. Hein, donc, ne pourra pas faire sa jonction avec ce qui se passe à l'autre extrémité de la ville, à Bellecour. Voilà, donc on a vu toutes ces images qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont surtout celles de décembre, des manifestations de décembre 1960, très présentes aujourd'hui dans le Hirak. Et il y a tous ces grands drapeaux très impressionnants. C'est des drapeaux en noir de photos en noir et blanc des héros de la guerre de libération. Beaucoup de Hassiba Ben Bouali, Didouche Mourad, Arbi Ben Mhidi, comme l'a reconnu tout à l'heure Omar Carlier. Et on a l'impression que les manifestants aujourd'hui utilisent, ils redéploient l'histoire du pays contre le pouvoir, le régime en place. Vous, comment vous, Omar Carlier, comment vous lisez, qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation de l'histoire par les hirakistes aujourd'hui en Algérie? Eh bien, plusieurs générations sont présentes dans le Hirak, donc elles n'ont pas la même expérience historique, elles ne sont pas dans la même situation mémorielle. Comme le disait tout à l'heure Christian, une partie de celles et ceux avec cette présence distinctive, une fois de plus, des femmes, et sur plusieurs générations, voilées, non voilées, etc., c'est aussi dans une toute autre Algérie. L'Algérie de 2019, ça n'a rien à voir avec celle de 1960, oui, qui n'avait rien à voir avec celle de 1919. Il y a des différences énormes de contexte à de multiples égards, dont je pourrais brièvement donner quelques critères des plus simples, de type démographique, de type culturel, de type politique. Et donc, pour ceux qui ont entre 15 et 20 ans, qui sont dans le Hirak, cela passe par une projection, une construction qui passe par des canaux de représentation du passé, parce que les anciens parents et grands-parents ont pu en dire, parce qu'ils ont appris dans les manuels, par ce qu'ils ont vu au cinéma, par ce qu'ils ont vu dans les actualités, par ce qu'ils ont vu à travers différents supports. Mais ce qui m'a frappé à plusieurs reprises, avant même le moment du Hirak, c'est que certaines images particulièrement puissantes continuent d'avoir une vie, une intensité extrêmement forte. Chaque fois qu'on repasse le film de Pontecorvo, oui, la bataille d'Alger, il y a une émotion individuelle, collective, qui traverse toutes les générations. Celles justement qui ont vécu cette période et toutes celles qui se sont succédées jusqu'à ce jour, puisque une population encore très jeune, même si elle vieillit, elle est menacée à son tour, j'allais dire. Pardon pour ceux qui ont mon âge, de gérontocratie, ils ne connaissent rien d'autre que Bouteflika. Chadli, c'est les parents. C'est la préhistoire. Voilà. Et en même temps, donc, il y a cette présence très forte, il y a un imaginaire de la nation qui se libère, qui conquiert sa souveraineté et qui est au défi d'une deuxième
L'idée de la répétition, réinventer, se réinventer collectivement, la première indépendance et la deuxième indépendance à conquérir. Ça revient, je crois, dans des mots d'ordre, des slogans, oui. des slogans d'aujourd'hui. Oui, il y a des slogans où... Mais je crois que la marche elle-même est chargée d'histoire, consciemment chargée d'histoire. Oui. Quand on est devant la Grande Poste, quand on est sorti du tunnel des Facs, qu'on est sur la place Odin, ça sonne très 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 fort. Oui. On n'est pas dans une rue indifférente. On est dans la vieille centralité coloniale et on est dans le problème du présent. On est dans la... Oui, bien sûr, c'est un des mots structurants. Donc on habite historiquement cet espace public à reconquérir en termes de liberté collective et je dirais reconstruire une présence au collectif dans un passé, un présent et un futur. Il y a une dimension, il y a un horizon espérance, il y a une dimension de l'utopie mobilisatrice qui est présent. On retrouve des mots d'ordre anciens, réactivés, réinventés. Lesquels? Les élections libres, oui. La constituante. Oui, oui. Vous savez, la constituante, souveraine, sans distinction de race et de religion. Ça a été le mot d'ordre fondamental de l'aile marchande du mouvement patriotique algérien, du MTLD. Et quand autrefois je faisais mes enquêtes de terrain, ça revenait spontanément dans la bouche des anciens. Constituante souveraine, sans distinction de race ni de religion. Quelque chose de ce passé ancien revient très, 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 très présent en compagnie des images les plus fortes, des icônes les plus fortes, avec ceux du passé, mais aussi ceux du présent. On a vu quand même pas mal de portraits de jeunes qui sont sortis de la mouvance du Hirak. Il n'y a pas que Ben Mehdi. Non, c'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire on voit ces grands drapeaux flotter avec Hassiba Ben Boualid et Douche Mourad, mais aussi il y a les photos des détenus du Hirak. Il y a les photos de Karim Tabou, de ceux qui sont des étudiantes qui ont été emprisonnées. Il y a eu pendant longtemps aussi un drapeau impressionnant de Nîmes, qui est un caricaturiste algérien qui est oranais, un peu comme vous, Omar Carlier, qui a été mis en prison à cause de ses dessins sur le Hirak et contre le régime. Il a été libéré après l'élection d'Abdelmajid Tebboune. Mais voilà, donc ce sont des images des héros d'aujourd'hui pour le Hirak, mais aussi de ceux de l'histoire. Cette démonstration du Pacifique. Oui. Selmia, oui. C'est un mot fondamental. Et puis une dimension festive, dite, chantée. Alors, est-ce que ça existait dans les manifestations d'avant? C'est vous l'experte, là. Non, celle d'aujourd'hui, je suis experte. Je les connais par cœur. Voilà. Mais je vais parler d'avant. Est-ce qu'il y avait aussi cette dimension? Il n'y avait pas cette dimension festive, j'ai l'impression. Ah, si, les 1er mai et les 14 juillet, précisément, parce qu'il y avait les chants... La Marseillaise a été longtemps un chant révolutionnaire par excellence, et puis l'international. Et puis on a vu à certaines périodes des chants de 89 revenir. 89, non, et dans la symbolique, on aurait voulu vous montrer quelques images, et ça fait partie des bugs de la soirée, puisque c'est Marie qui devait nous les amener. On voulait vous montrer quelques images de quelque chose qui est symboliquement et dans la mémoire collective extrêmement fort et plein de joie. C'est les manifestations de juillet 62, c'est-à-dire les manifestations de l'indépendance, qui bien évidemment là sont des manifestations d'allégresse
et de conquête directe de la centralité. Les photos les plus célèbres, c'est devant la Grande Poste. Bon. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire que cette référence, cette fois d'ailleurs aussi présente et aussi dans une façon aussi complexe dans l'intelligence politique. Quand des jeunes de 20 ans aujourd'hui nous disent, se réclament des combattants de l'indépendance et en même temps disent en 62 on a conquis l'indépendance et on nous l'a repris, hein, c'est-à-dire qu'ils jouent sur les deux aspects de la souveraineté territoriale et puis la souveraineté populaire, ça suppose une conscience historique et exceptionnelle. Et cette référence, elle se manifeste moins maintenant, mais au début, au printemps dernier, quand on voyait des jeunes filles, des jeunes femmes d'aujourd'hui, dans les manifestations portant le haïk, hein, c'est-à-dire le voile, pas le voile que portent aujourd'hui les femmes voilées en Algérie, le voile blanc des Algéroises. Algérois. Hein, et Oranais. Voilà. Et qui étaient portés en 62 dans ces manifestations. Quand on voyait ces jeunes femmes porter le haïk, et en général avec beaucoup d'humour, un petit triangle représentant le drapeau algérien sur le nez, c'était pas du déguisement, c'était pas du carnaval, c'était rejouer, au sens fort du terme, 1962, parce que 1962, c'est pour eux une immense victoire et une défaite politique qui suit immédiatement. Et ça, c'est très fort. Tu disais tout à l'heure, tu parlais d'esthétique du mouvement. À cette même période, c'était le printemps dernier, il y avait un côté très printanier. Les manifestations de mars-avril. Oui, pardon. Il y avait ce mot d'ordre qui pourrait sembler frivole, hein, mais qui est plein de force et de beauté de la part de jeunes gens et de jeunes femmes de 20 ans. Faites-vous beau pour la manif, tout le monde vous regarde. Ça dit énormément de choses. C'est des jeunes à qui on n'a rien donné, à qui on a tout pris, qui n'ont pas de travail, pas de respect, qu'on a enfermés dans l'image de ceux qui ne pensent qu'à monter sur un radeau pour se noyer en mer. Hein. Ils ont la beauté de la jeunesse. Et ils savent que le monde entier les regarde. Et c'est vrai. Ou devrait les regarder. Faites-vous beau pour la manif, le monde entier vous regarde. Alors, juste avant de terminer, je voudrais vous poser une question parce que justement, cette présence de l'idée de istiqlal, indépendance, reconquête de l'indépendance par les citoyens algériens, elle a été critiquée par des gens qui ne sont pas forcément dans pro-régime en Algérie, parce que pour eux, c'était une comparaison absolument qui n'a aucun lieu d'être entre l'État algérien indépendant et la France coloniale en Algérie. Bon, pour moi, évidemment les manifestants ne font pas ce parallèle. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Omar Carlier ? Je disais, c'est une toute autre Algérie, c'est un tout autre contexte. L'Algérie de 62, c'est l'Algérie d'une force politico-militaire qui, à l'issue d'un conflit majeur, d'une course au pouvoir, qui est bien documentée par des historiens de métier, aboutit à ce type de régime politique dit autoritaire dans les catégories des politologues, des sciences politiques, mais qui n'a pas forcément les mêmes caractéristiques que celles des années 80, que celles des années 2020. Et puis, il ne faut jamais, évidemment, forcer les comparaisons. Comme le disait le grand historien Marc Bloch, il faut voir les comparaisons non seulement du côté des ressemblances, mais du côté des différences. Boumedienne n'est pas Bugeaud. Donc, ne forçons pas. Et on peut, en termes d'analyse de très longue durée, voir les militaires de l'Algérie indépendante comme les successeurs des Mamelouks. On parle d'État Mamelouk, et on peut aller très loin dans ce jeu des comparaisons. Mais par ailleurs,
puisque je viens de citer le nom de Boumedienne, il s'en était inquiété lui-même. Une des phrases les plus célèbres de Boumedienne, c'était au temps de ce qu'on appelait la révolution agraire, de dire qu'il fallait faire attention au fait que une nouvelle bourgeoisie algérienne pourrait naître qui serait plus dure que celle qui l'avait précédée. Il faut mettre, là encore, les discours en situation et en perspective. Et il est quand même difficile d'assimiler telle qu'elle l'armée coloniale et l'armée algérienne sortie de ces temps de guerre, je rappelle quand même l'une des plus longues et les plus dures de l'histoire contemporaine et du processus de décolonisation. Oui, aux comparaisons, elles sont indispensables à condition qu'elles soient maîtrisées dans toute leur complexité et leur dimension. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, avant de passer la parole au public, si vous avez des questions ou des interventions à faire, j'aimerais accueillir ici Mehdi Laifaoui, qui est le chanteur qui va nous ravir avec un concert ce soir, après le débat avec le public. Bonsoir Mehdi. Alors, Mehdi Laifaoui, vous êtes auteur-compositeur, vous aimez faire des allers-retours entre des sonorités maghrébines et africaines, même si pour moi c'est un peu la même chose, mais vous êtes parmi les heureux élus qui ont fait partie de la troupe de Ma'alem Ben Aïssa du Gnawa algérois. Vous avez fait d'autres albums, notamment en 2014, vous avez fait l'album, vous avez sorti Vers des docks et des quais, mais depuis 2007, vous êtes sur un projet musical plus personnel que vous avez appelé Trab Project, et je pense que c'est ce qu'on va, ce sont les morceaux que vous allez chanter ce soir. Mais je voulais vous poser une question, puisqu'on parle de Hirak. Vous avez aussi fait partie d'un collectif d'artistes algériens qui, au premier mois, je pense, c'était en mars. Moi, c'était en février même, c'était juste à la fin février. Voilà. Avait fait une chanson qui s'appelle Libérer l'Algérie. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez participé à cette chanson? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un acte de citoyen et d'artiste, déjà. On m'a appelé, on m'a dit, voilà, j'étais très heureux de le faire et fier. Et à un moment donné, ce qui se passait en Algérie, tout le monde le disait. On se parlait entre nous et tout ça, et c'est bon, on est arrivé à la fin, on ne peut plus accepter quoi que ce soit. Donc moi, je voulais dire un truc par rapport à ce que vous avez dit. Oui, oui. Je voulais dire que le peuple algérien a toujours assumé son rôle. Et c'est plutôt les politiques et l'élite qui n'a pas fait le nécessaire après, dans les années 90 ou même après l'indépendance, ou même maintenant, on attend vraiment que l'élite soit là, présente, et essaye vraiment de donner les solutions, et non attendre que le peuple... voilà. Parce que nous, on dit « tnahaouga », mais je pense qu'il y a un autre langage politique et intellect pour donner des solutions. Exactement, pour donner du contenu à ce slogan. Merci beaucoup, Mehdi. Voilà, c'est à vous, le public. Est-ce que si vous avez des questions, des interventions, on va vous passer le micro. Oui, monsieur. Bonsoir à tout le monde, je me présente. Je suis un parent de M. Djaout. Je ne sais pas si vous connaissez, le journaliste assassiné par le pouvoir. Ce que je voulais vous dire, je vous remercie d'abord pour votre discours, mais je voudrais simplement dire une seule chose, que depuis que le mouvement en Irak s'est installé en Algérie depuis plutôt une année maintenant, il n'y a aucun média français n'a parlé de ces problèmes en Algérie. Ni BFM, ni CNews, ni TF1, ni Antenne 2 ne parlent des problèmes en Algérie. Donc, est-ce qu'il y a une complicité du pouvoir français avec les militaires en Algérie? Une question que je voudrais bien vous poser, comment répondre?
Je ne sais pas qui c'est qui aimerait répondre Sûrement à cette question. pas Les médias, oui. Moi, il me semble, bon, ma lecture personnelle, c'est plus que les médias occidentaux ne s'intéressent vraiment à ce qui se passe dans nos pays que lorsque c'est très sanglant. Donc, c'est pas que la France, c'est un peu, c'est les États-Unis, c'est tous les. Mais bon, peut-être que c'est une lecture. Je pense même ce qui se passe en France, ils disent pas toute la vérité. Donc à l'extérieur, c'est pareil. Une autre question, madame? Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Non, mais je n'ai pas besoin de micro. C'est pour que tout le monde puisse vous entendre. Non, mais ce que disait le monsieur, c'est vrai que les médias français, quand on dit médias français, pourquoi on parle des médias français? Parce que les Franco-Algériens ou les Algériens tout court, on est très très nombreux en France. Et on fait partie du Hirak. Oui, il y a le Hirak. Et quand nous, on fait partie du Hirak de Marseille qui s'appelle le CATSA, c'est un collectif pour une alternative sociale et démocratique en Algérie. Et malheureusement, nos concitoyens, quand ils passaient, nous disaient qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai, en regardant la presse française, le PNTV, Antenne 2, etc., à part France News, etc., personne ne parlait de l'Algérie. Par contre, quand il y a eu le problème chilien, quand il y a eu les autres problèmes, là, par contre, on était au courant de tout. Et ça nous a un peu fâchés et ça nous a un peu touchés. Donc, ce que disait, et c'est une réalité, je ne parle pas des autres pays américains, etc., mais c'est une réalité. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention sur le... Oui. Alors, moi, j'ai une question pour adresser à M. Carlier et en même temps adresser à vous, journaliste, qui est la nomination de ce mouvement qui se passe en Algérie depuis le 22 février de Hirak. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui, le premier, l'a titré de Hirak. On sait que M. Carlier a travaillé sur le mouvement national. Et dans cette conférence d'aujourd'hui, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'on cherche la filiation du Hirak dans le mouvement national algérien depuis les années 20, avec Messa Lihaj et les différentes stations historiques. Effectivement, dans le Hirak actuel, la filiation, elle se fait plutôt par rapport à la guerre d'indépendance. Donc moi, j'ai du mal à comprendre les deux situations, quoi, les deux filiations. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est la filiation par rapport à la guerre de libération. On parle de deuxième indépendance. On montre les photos des héros de la Révolution, donc les 6 de la Révolution. Et dans l'exposé de M. Carlier aujourd'hui, j'ai cru comprendre la filiation du Hirak, c'est la filiation du mouvement national algérien qui est Al-Haraka al-Wataniya. Donc voilà, je voudrais un peu d'explication là-dessus. Merci. Pour ce qui me concerne, le mot Hirak, moi je vais vous dire, moi je l'ai commencé à utiliser Hirak très très tôt, parce que dès il y a eu le 22 février, et ensuite on a compris que tout de suite, le prochain vendredi, il fallait investir immédiatement la rue, y être présent. Et tout de suite, je me suis demandé comment je vais appeler ça. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, j'ai pas pensé au mot révolution, comme beaucoup d'Algériens, parce que il y a des Algériens qui appellent ça la révolution aujourd'hui, mais j'ai pensé à ce qui s'est passé au Maroc. Moi, j'ai pensé au Hirak marocain. C'est un mouvement citoyen qui veut changer, qui œuvre pour un changement démocratique. Donc c'est à ça que bon, le mot harak en arabe fusha, c'est un soulèvement populaire, mais en Algérie on le dit avec l'accent algérien, avec l'accent berbère qui est bon, on le voit à la télévision, les arabophones qui parlent la fusha, ils parlent de harak. Mais et ils ont fini, au début ils disaient harak, mais maintenant tout le monde dit hirak parce que ça a été imposé un peu par la rue. Voilà comment moi j'ai commencé tout de suite à utiliser, y compris en français,
par référence à ce qui s'est passé au Maroc. Je passe la parole à Omar Karli. Oui, il y a changement et continuité. Le terme en lui-même, il n'est pas nouveau. Il existe ailleurs, il existe avant. Dans le très contemporain, on l'a vu utilisé au Yémen, on l'a vu utilisé au Maroc, mais il prend une dimension nouvelle d'une puissance exceptionnelle dans le contexte algérien d'aujourd'hui, de l'année 1919. Il a une charge sémiologique, sémantique, identificatoire, à une échelle qui, à mon avis, sauf erreur de ma part, n'a pas véritablement d'équivalent. Il se suffit à lui-même, il suffit qu'on le prononce pour savoir de quoi exactement il s'agit à l'échelle du pays tout entier. Donc le mot lui-même, en lui-même, il n'est pas nouveau. Mais si on s'intéresse à une durée plus longue, le terme « shab », il est très ancien. Mais à partir d'une certaine période, il acquiert une dimension politique, symbolique, extrêmement puissante, qui n'a pas de rapport avec le passé. Même chose pour le terme « watan ». Watan, à partir d'une certaine période, se recharge sémantiquement et socialement parce qu'il est porté, incorporé par une force sociale qui s'identifie à lui, qui se construit en rapport avec lui, même si les mots ne font pas tout. Même si les mots font l'histoire, ils font l'histoire dans des conditions qui ne sont pas entièrement déterminées par la dimension du discours. Et alors, ce qui est intéressant dans la comparaison, c'était la compétence collective, si vous voulez. La capacité à faire de l'action collective qui, c'est vrai que dans l'imaginaire, il y a une projection majeure sur le 1er novembre. C'est le mythe fondateur par excellence. Dans le roman national, tout commence le 1er novembre. À la limite, l'Algérie n'existe pas avant novembre. Donc il y a une puissance distinctive, créatrice, identificatoire, symbolique, qui passe par le 1er novembre. D'accord. Il n'empêche qu'en tant qu'expression de la pratique collective, d'une maîtrise collective de la pratique politique moderne, il y a quelque chose qui est plus ancien, qui vient de plus loin. Et à propos des hommes du 1er novembre, ils viennent tous de l'os, sans exception, sauf les maquisards de crime qui sont néanmoins des maquisards PPA, et ils sont pris eux-mêmes dans une histoire qu'ils connaissent, avec d'autres projections qui peuvent être sur la résistance de l'émir Kader, sur éventuellement l'évocation de l'émir Khaled, et qu'on retrouve dans les textes fondateurs de l'Algérie indépendante. Programme de Tripoli, charte d'Alger. Vous lisez, c'est dedans. Mais ce qui était intéressant, c'est l'appropriation de l'espace public comme espace légitime d'expression de la société dans son ensemble, qui se prend en charge, qui s'affirme comme tel au regard du pouvoir et par rapport au pouvoir. Et tout ce que se donne à voir dans le Hirak de 1919, si inédit et innovant soit-il, on ne peut pas le penser abstraction de fait d'un savoir collectif progressivement acquis, construit, incorporé, mobilisé par plusieurs générations d'Algériens, quelles que soient les conditions de transmission d'une génération à l'autre, par la parole, par l'image, par le film. J'ai évoqué en commençant au passage, je veux dire, le film de Ponté-Corvo, mais les images sont déjà la mobilisation des images, des portraits. Bon, en 1830, la photo démarre à peine. Hein, l'époque et à partir des années 20, des années 30, a fortiori des années 40, c'est l'image c'est l'icône. L'image de Messali, elle est partout. Elle est partout. Elle est déjà importante à partir de 36-37, quand l'ENA-PPA commence à constituer son réseau,
Mais ça change complètement de dimension à partir de 43-44. Les amis du manifeste, Ferhat Abbas, d'accord, Ben Badis, d'accord, mais avant tout, mais Sali. La photo est partout. Il y a une mobilisation par l'image, il y a une mobilisation iconique qui précède le film patriotique, même s'il est fait par un cinéaste italien, mais dans lesquels une grande partie de la population, de toute génération confondue, continue de se projeter, de sentir comme si ce passé déjà ancien était encore vif, était encore présent. Il y a une puissance spécifique de la dimension des mots, des mots qui prennent en charge toute une création sociale et collective historique. Quand vous dites Hirak, avant Harak, le mot existe. Harak al-Watani. Rien à voir avec la puissance intrinsèque. Tout le monde, il n'y a pas besoin de le qualifier. On n'a pas besoin de le dire Watani ou ceci. Il suffit de dire Harak et tout le monde sait ce que c'est que le Hirak. Et ce que ça représente pour des centaines de milliers d'Algériens. Je me méfie évidemment de l'hyperbole et des exagérations faciles, mais il y a bien une mobilisation sans précédent, tout à fait inédite à de nombreux égards, mais qui passe par une reconnaissance collective, une auto-construction qui passe par le langage, mais pas seulement, par les gestes, par le corps, par les mots qui sont non seulement dits, mais criés, qui sont chantés, qui sont précisément incorporés comme un discours de soi pour soi, sur les autres, pour les autres, et donc cette interaction puissante du gestuel et du verbal, de l'image et du son. Et ça, il y a quand même quelque chose qui appartient à la longue durée. Je le disais en commencement, il est irréductible à ses causes. Il se crée en se développant. Il y a une auto-construction collective qui n'est pas sans précédent dans l'histoire. Les phénomènes révolutionnaires, pour partie, obéissent à cette logique de l'action collective qui dépasse ceux-mêmes qui les initient et que personne ne peut programmer à l'avance. Une forme d'auto-engendrement dans lesquels les mots capitalisent à un moment donné, deviennent des puissances. Deviennent des puissances auxquelles s'ajoutent d'autres symboles tout aussi puissants, comme je le disais, le drapeau. Le drapeau. Aujourd'hui, on est dans le drapeau. Le drapeau vert, mais le drapeau, il est déjà là. Il est déjà là en 37, il est déjà là en 45. Le 1er mai, le 8 mai, c'est du drapeau. Le Hirak, c'est encore du drapeau. Vous avez vu tous ces hommes et ces femmes qui sont vêtus du drapeau, qui l'ont sur la tête, qui l'ont... Oui, on le met aussi sur les ongles. Donc, Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans Hirak, en fait, j'adore parce que c'est vraiment... je me rappelle parfaitement de comment certains amis et collègues, des journalistes qui sont parfaits bilingues, nous faisaient la leçon. On ne dit pas Hirak, on dit Harak, c'est le mot. Et on s'en fout. Nous, on dit Hirak. Et même les super bilingues, super arabisants, maintenant disent de Hirak. C'est un peu comme Itna Haougar. Tout à l'heure, Mahdi parlait de ce slogan Itna Haougar. L'histoire de ce slogan, c'est un jeune homme qui travaille dans une pizzeria et qui sort au moment où il y a une journaliste libanaise qui couvre les défis, des gens qui sont sortis fêter la démission de Bouteflika le soir du 2 avril. Et elle parlait dans un arabe châtillé, Fousha, elle disait que les Algériens fêtaient la victoire. Et il est sorti, il lui a dit non, on ne fête pas la victoire, c'est pas fini. Et il lui a parlé dans la langue d'Arja, l'arabe parlait des Algériens. Et elle lui disait, c'est vraiment, elle lui disait, Blarbiya, c'est-à-dire parler en arabe. Il dit, mais c'est Tnahaougar, c'est l'arabiya ta'na. Moi, je ne parle pas cet arabe dont vous parlez. C'est devenu le slogan
phare, c'est un monument historique en Algérie. Tout le monde, y compris les gens les plus parfaitement érudits sur la langue, utilisent Itnahawga aujourd'hui. C'est la magie du Hirak. Est-ce qu'il y a encore une question? On a encore le temps pour une... Oui, s'il vous plaît. Bonsoir à vous tous. Avant de tout, je voudrais vous remercier pour votre intervention qui était très intéressante. Donc, Monsieur Carlier avait fait une petite comparaison entre les anciens mouvements populaires durant l'ère coloniale et le Hirak actuel, donc, qui se déroule depuis février. Donc, on voit un Hirak qui s'adapte au fur et à mesure, au travers ses slogans, à travers ses revendications, même ses propositions. On voit en face un régime qui fait la sourde oreille, même à travers ses médias. On parle du Hirak au passé. C'est comme si le Hirak n'existait pas. Alors que chaque vendredi, on a des millions, chaque mardi, etc. Donc ma question, c'est comment voyez-vous l'évolution? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Comment ça va évoluer? Quelle est l'issue? Ce sont des historiens, ils voient le passé. Je vous répondrai, nous les historiens, on est très forts pour prédire le passé. Maintenant, personne ne peut lire dans le mar de café, il n'y a pas de Nostradamus, il y a des scénarios possibles, il y a des projections possibles, mais précisément, de nouveau, en tant qu'historien, j'observe que très souvent, on est pris à contre-pied par la réalité. Quels sont ceux qui, en 2017, 2018, alors qu'il y a quand même de l'effervescence, il y a des manifestations émeutières, il y a de la contestation, y compris dans des corporations qui jusque-là avaient très peu bougé, les avocats, les magistrats, etc., personne ne peut dire en 2017-2018 que quelque chose va sortir du peuple algérien prenant cette dimension avec cette portée. Presque un an bientôt. Peut-être que le Hirak va créer sa propre tradition, va être un élément de la commémoration. Peut-être que en février prochain, on va fêter le premier anniversaire du Hirak. Donc, il ne s'agit pas de se défiler, mais là encore, on peut évoquer des comparaisons de sortie, d'aller au-delà d'une dynamique collective de ce type. Une partie, pour ce que j'ai lu dans la presse éventuellement entendu, des hommes et des femmes du Hirak disaient eux-mêmes, elles-mêmes, qu'elles étaient conscientes du fait qu'on ne pouvait pas en rester là, mais qu'on allait mener la mobilisation jusqu'au bout et sans s'inscrire dans l'agenda qui a été repris par, appelons un chat, essentiellement par la force militaire, par l'appareil militaire. Mais attention aux simplifications abusives, y compris sur l'hyperbole des chiffres. Les millions. En tant qu'historien, je suis très très prudent en ce qui concerne les aspects quantifiés, quels qu'ils soient, d'un côté comme de l'autre, toutes catégories confondues. J'observe que le pouvoir en place a des réserves sociales dans le milieu rural. J'observe que, pour partie, aujourd'hui, à partir du quatrième mandat, fortiori d'un éventuel mandat, la personne même d'Abdelaziz Bouteflika a été totalement dévalorisée. Et l'équipe, sa garde rapprochée, sa famille, etc., totalement dévalorisée. Mais j'observe que pendant une dizaine d'années, cet homme, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on apprécie sa politique ou on l'apprécie pas, c'est ce que Max Weber appelle un virtuose. C'était un virtuose de la politique, comme Hassan II, comme Bourguiba, comme d'autres, qui a su mobiliser des ressources, qui a su trouver un écho, incontestablement, dans une partie de la population. Utiliser, certes, la rente matérielle et la rente symbolique, ça fait 50 ans que l'on vit sur cette combinaison de la rente matérielle et de la rente symbolique. D'accord, mais il a été capable,
dites-moi si en 1900, pardon, dans les années 2000, la situation du régime Bouteflika, de la présidence Bouteflika, est-ce qu'elle est 10 ans après? Est-ce qu'elle est 10 ans après? Et voyez comment, à la fois, il a utilisé, manipulé le religieux, ça n'est pas nouveau, c'est une ressource majeure, fondamentale dans la société algérienne, qui certes est depuis longtemps en processus de sécularisation, mais pour laquelle le religieux a une signification profonde, est élément profond. D'ailleurs, dans la liturgie politique dont je parle, il y a une dimension du sacré dans le politique. Il y a quelque chose qui est dans une interaction forte entre le sacré et le politique, le séculier et le sacré. Mais voyez les ressources qu'on a été chercher du côté des Zouis, des Aouïas, des confréries. Et donc, il faudrait voir de plus près s'il n'y a pas eu des réserves dans une partie de l'Algérie rurale qui est loin d'avoir disparu. Même si, comme je le disais en commençant, l'Algérie de 2019, ça n'a rien à voir avec celle de 1960, rien à voir avec celle de 1919. On est à 40 millions d'habitants et plus. Hein? En 62, on est 9 millions. En 1914, on est 5 millions. L'Algérie de 62, c'est pas du tout la même culture, la même éducation, la même culture de l'imprimé. Aujourd'hui, on est à 95% de la population scolarisée intégralement dans l'école primaire et au-delà. Rien à voir avec 62, rien à voir avec, vous voyez, il y avait 4,5% de la population, la jeunesse algérienne scolarisée dans l'école publique en 1914. 7%. Puis ces chiffres, tous ces chiffres sont à décortiquer, à déconstruire. 7%, ça a l'air de rien. Mais à Alger, c'est beaucoup plus que 7%. Au moment du Front populaire, des congrès musulmans à Alger, avec cette dimension extraordinaire dont j'ai parlé, bon, il n'y a que 7% de jeunes Algériens, mais ce sont principalement des garçons, et principalement en ville, et principalement dans les grandes villes. Alors, il y a eu toute une partie de l'Algérie où il y a presque 0% de scolarisés. Mais à Alger, 20, 30, 40%, 50% qui lisent des journaux, qui lisent des bandes dessinées. Quand il y a 40 ans, 50 ans de ça, ça ne me rajeunit pas. Je faisais des entretiens avec les militants PPA de la période. Ils me disaient dans les années 20 et 30, ils étaient déjà en train de lire Black le Rock, les bandes dessinées. Pas de problème. Pas de problème. Ils allaient au cinéma. Ils allaient au cinéma. Les actualités télévisées, ils les voyaient. Et donc, vous voyez, derrière la simplicité apparente des choses, des éléments de la complexité dont il faut avoir conscience. Donc les processus de valorisation, dévalorisation. Oui. Oui, on a encore le temps pour deux dernières questions. Oui, madame. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que le fait qu'il y a une télévision officielle en Algérie, comme il y en a une officielle en France, et puis en Algérie, il y a des télévisions, des chaînes de télévision privées qui montrent régulièrement et tous les vendredis les manifestations le mardi et le vendredi. Donc il y a des images qui sont à la portée de tout le monde et qui sont complètement en contradiction avec l'image officielle de la télévision. Et est-ce que ce n'est pas un des éléments importants de la confortation du mouvement, du développement de ce mouvement qui se continue? On peut comparer ça à ce qui se passe en France. En France, la télévision française officielle, enfin elle n'est jamais officielle, elle est privée, mais bon c'est pareil, elle ne montre rien sur les manifestations qui auront lieu actuellement. Il n'y a pas de pendant privé au niveau des images télévisées. Le contraire en Algérie. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un élément important en Algérie qui a conforté le mouvement? En fait, non, en fait, non, parce que toutes ces télévisions privées dont vous parlez, elles sont totalement inféodées au régime. Et donc, il y a très peu d'images du Hirak qui passent dans les télévisions, qu'elles soient privées ou la télévision publique.
Les Maghrabiya, c'est pas... Oui, ça, c'est autre chose. Les grandes chaînes de télévision comme Nahar, Shurouk, les grandes chaînes de télévision privées populaires en Algérie, Maghrabiya, c'est autre chose. C'est une chaîne installée à l'étranger, à Londres, qui, dont le public n'est pas aussi ample que ces grandes chaînes de privées-là. Donc, en fait, toutes ces chaînes-là sont inféodées au régime. Elles passent pas beaucoup d'images du Hirak. Elles parlent pas des détenus. Et donc, le gros des images du Hirak passe à travers les réseaux sociaux, El Magharibiya effectivement, et Berber TV et les sites d'information sur Internet en Algérie. Donc c'est un vrai problème, c'est une vraie bataille parce qu'il y a effectivement des Algériens qui ne regardent que ces chaînes-là et qui sont par exemple dans les zones rurales et qui ne sont pas forcément au diapason de ce qui se passe dans les grandes villes. Donc c'est une guerre d'images. Oui, de ce point de vue-là, quelque chose qu'on n'a pas dit tellement c'était évident, la reconquête de la rue. La rue était interdite, hein, y compris juridiquement. On voit encore que maintenant, bien des militants du Hirak ou des dirigeants sont incriminés pour appel à attroupement dans un pays où, soi-disant, il y a une liberté de manifestation. Hein. Donc, en réalité, la rue était interdite. Il fallait une autorisation pour se regrouper, même à 3 personnes. Mais l'image était de fait interdite. On ne prenait pas de photos dans la rue, à la fois parce qu'il y avait une réticence sociale à l'égard de l'image de soi, etc. Tout ça peut se comprendre. Et puis, dès qu'on prenait une photo, on savait qu'il y avait un policier qui arrivait parce qu'il y avait une caserne à côté qu'il ne fallait pas. Hein. Tout ça a été pulvérisé. Hein. C'est des milliards de vidéos. Les manifestants sont tous là à se photographier, à comprendre l'importance des images qu'ils recueillent. C'est une mémoire qui va être... ces images ne sortiront jamais des mémoires. Elles vont constituer un énorme patrimoine, même si 90% vont s'en perdre. Hein. Ça, c'est une nouveauté qui bouleverse tous les problèmes d'équilibre entre médias, contrôle, etc., qui est effectivement, je crois, la description qui en est faite est réaliste. Hein. Il n'y a pas de chaîne de télévision qui soit une contre-information véritable. Mais ça, c'est une révolution de première ampleur. Le statut de l'image a totalement changé dans ce pays et personne ne pourra revenir dessus, y compris dans le rapport que chacun a à sa propre image et à la circulation des images. Merci. Donc, on va prendre une dernière question. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous remercier beaucoup pour l'événement de ce soir, parce que je pense que des espaces de débat comme celui-là, en parallèle des manifestations, sont extrêmement importants pour faire avancer la discussion. Je trouve l'angle aussi assez intéressant, parce qu'on se rend compte à quel point le peuple algérien a une tradition assez contestataire, je vais y arriver. Le débat qu'on a ce soir, on l'a à Marseille, en France, et j'aimerais à ce titre soulever quelque chose qui, à mon sens, est encore un peu tabou. Mais précédemment, il y a eu une question sur le traitement de l'actualité algérienne par les médias français, qui semble avoir un peu étonné. Enfin, vous me direz si je me trompe. Mais justement, ce silence, est-ce qu'il n'est pas particulièrement étonnant quand on voit que l'Algérie et la France sont 2 pays dont l'histoire s'interpénètre depuis presque 2 siècles maintenant, d'autant plus que 2 générations maintenant d'enfants d'immigrés sont le fruit de cette histoire. Est-ce que vous ne pensez pas que la France a un intérêt tout particulier, pour dire les choses poliment, à observer de près ce qui se passe en Algérie et qu'à terme, ça peut même avoir un impact? Merci. Merci. Qui c'est qui veut répondre à cette question? C'est certain. Il y a une France maghrébine et une France algérienne. Qu'on le veuille ou non. C'est une donnée incontestable, incontournable et appelée à se pérenniser. Maintenant, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un diplomate, pardon.
Mais c'est un classique du positionnement diplomatique des autorités françaises depuis très longtemps de dire que la relation franco-algérienne, algéro-française, est une relation difficile politiquement pour des raisons qui tiennent à une histoire qui est une histoire de longue durée, de colonisation et d'une décolonisation particulièrement difficile qui concerne une autre partie de la population française. Il y a aussi des enfants de pieds noirs, des petits-enfants de pieds noirs. Étant entendu qu'on ne va pas réduire ces populations à une position univoque. Je rappelle d'ailleurs qu'on oublie toujours qu'en 1965, il y a plus de 200 000 Français d'Algérie en Algérie. Ça ne se sait pas, ça se dit pas. Je rappelle aussi que dans la société algérienne, européenne, il y a quand même eu des positionnements qui allaient à l'encontre de la sphère de la domination, du discours officiel, pas forcément indépendantiste, mais qui allait loin. Du côté du fédéralisme, c'était tout à fait insuffisant pour les radicaux du PPA-MTLD, mais c'était la position de Ferhat Abbas, le président des AML, le deuxième mouvement de masse dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Donc quand vous êtes chef du gouvernement, quel qu'il soit, en France, là, du point de vue de ce que je peux lire en tant que simple lecteur, justement, de la presse, c'est que si on parle, ça ne va pas, si on ne parle pas, ça ne va pas non plus. C'est un classique. Donc les diplomates, etc. Alors il ne faut pas non plus exagérer. De réduire la diversité à l'unité, même si le secteur des médias est dominé fortement par des puissances financières. Mais enfin, ce que dit l'Humanité et la Croix, c'est pas ce que dit le journal Les Échos, c'est pas ce que dit le Figaro. Faut quand même pas exagérer. Faut quand même pas exagérer. Maintenant, sur le silence, oui, il est réel. Mais jusqu'à un certain point. Moi, j'entends régulièrement RFI. Et je peux vous dire que RFI parle régulièrement de ce qui se passe en Algérie. Il parle régulièrement du Hirak. On parle régulièrement du Hirak. J'ai lu de nombreux articles dans le monde diplomatique. Le monde diplomatique, ça n'est pas le monde. Je vous le conseille bien volontiers. Et il faudrait s'interroger sur le moment. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on voit de nombreux articles, de très nombreux articles, arriver dans Le Monde. À partir de quel moment l'équipe rédactionnelle du Monde décide que l'on peut parler du Hirak? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne suis pas un politologue, je ne suis pas un spécialiste des médias français d'aujourd'hui. Mais c'est pour ne pas laisser votre question sans réponse ou d'autres questions qui ont été posées chemin faisant. Et il faudrait s'interroger d'ailleurs sur les positions politiques et médiatiques des principaux pays qui ont des intérêts majeurs avec l'Algérie d'aujourd'hui. La Tunisie, le Maroc, l'Égypte, le monde arabe, les États-Unis, la Russie, etc. L'Espagne, et oui. Bien entendu, la Turquie totalement absente et qui maintenant réactive la symbolique ottomane. L'Algérie, ancienne province, avec la Tunisie, la Libye. Qui aurait pensé, il y a 3 ans encore, que Erdogan envoie des troupes en Libye au titre d'un espace qui fut en son temps celui du grand empire ottoman. Est-ce qu'on va revenir à la Sublime Porte? Sûrement pas. Mais ça fait partie de la mobilisation des symboles du roman national qui est réécrit par Erdogan et dans un certain nombre dans certaines limites. Vous avez vu qu'il a été battu à Istanbul, son parti a été battu à Istanbul, et plus encore à Ankara, ce qui était plus significatif. Merci beaucoup. Donc, oui, Omar Carlier, c'est là, on a dépassé largement le temps. Je vous invite, merci d'avoir assisté.
Je vous invite à passer du côté du forum où il y a le concert de Mehdi Laifaoui. Mais revenez lundi prochain, on continuera de parler du Hirak, mais ce sera sous l'angle des acteurs. On répondra à la question qui fait le Hirak et qui a fait les mobilisations historiques. Merci beaucoup encore. Et on va se retrouver maintenant pour le concert de Mehdi Laifaoui.